Alibaba et consorts, ce que vous devez savoir sur les actions de sociétés chinoises. Alors au sommaire, nous verrons tout d'abord l'intérêt de détenir des actions d'une société chinoise. En petit 2, nous verrons les sociétés hors Chine exploitant une entreprise chinoise par le biais d'une structure VIE. En petit 3, nous verrons s'il est préférable d'avoir un ADR d'une société chinoise ou s'il vaut mieux avoir des actions chinoises d'une société chinoise. En petit 4, nous parlerons de China Stock Connect, qui est une véritable révolution pour l'investisseur individuel étranger. Et en dernier lieu, nous verrons les horaires d'ouverture des bourses chinoises. Mais tout d'abord, voyons l'intérêt de détenir des actions d'une société chinoise. La Chine et l'Inde sont les pays les plus peuplés de la planète. Leur marché intérieur est immense. La Chine est aussi le pays qui dépose le plus de brevets au monde. L'avenir semble clairement là-bas. Mais à la différence de l'Inde, dont les bourses sont fermées aux investisseurs individuels étrangers, il est possible de devenir actionnaire de sociétés chinoises et de participer à l'essor du pays à travers elles. Acheter des actions d'une société chinoise permet également de se diversifier en une autre monnaie, le yuan renminbi onshore, dont le symbole CNY, et que nous appellerons plus simplement yuan. Une monnaie étant une autre façon de capitaliser sur ce qui se passe dans un pays, le yuan devrait s'apprécier dans le temps face aux autres devises au fur et à mesure que la Chine prendra la place qui lui revient dans le monde, et devenir une monnaie de réserve. Environ 1400 actions d'entreprises chinoises de Chine continentale sont accessibles aux particuliers étrangers. Nous verrons par la suite quel est le chemin pour y accéder. À cela, on peut ajouter les 1300 sociétés chinoises cotées à Hong Kong. Le vendredi 28 octobre, l'indice SSE Composite, l'indice le plus large de la bourse de Shanghai, puisqu'il contient toutes les sociétés qui y sont cotées, soit plus de 1800 entreprises affichées à un PER moyen de 12,04. SSE veut dire Shanghai Stock Exchange. Globalement, les marchés financiers de Chine continentale sont peu chers. Que l'on soit un investisseur dans les dividendes ou un investisseur dans la croissance, chacun peut y trouver son bonheur. Notons que la retenue à la source sur les dividendes en Chine est de 10% et qu'elle est intégralement récupérable sous la forme d'un crédit d'impôt. Et ce n'est pas le cas dans tous les pays. Voir ma capsule intitulée « Dividendes, ces pays qu'il faut fuir ». Cependant, il ne faut pas se laisser emporter par son avidité. Les actions chinoises ne doivent pas dépasser plus de 15 ou 20% de votre portefeuille, ce qui correspond grosso modo à la part de la Chine dans l'économie mondiale. En effet, le risque géopolitique avec Taïwan peut se matérialiser n'importe quand, et quand il se matérialise, on a pu voir ce qui se passe avec la Russie. Ceux qui ne sont pas à l'aise dans le choix des actions peuvent opter pour un ETF répliquant un indice boursier chinois. Au choix, le SSE Composite, le SSE 380, le SSE 180 ou encore le CSI 300 ou n'importe quel autre indice coté sous la bourse de Shanghai ou de Shenzhen. Attention, le PER moyen d'un indice peut être très éloigné de celui de l'indice le plus large de la place de cotation considérée. Ainsi, à Shanghai, les indices SSE 50 et SSE 180 ont un PER moyen voisin de celui de l'indice SSE Composite. Mais le PER moyen de l'indice SSE 380 est bien plus élevé. Il faut faire attention à tout cela avant d'acheter votre ETF. À l'écran, vous pouvez voir un tableau rassemblant les principaux indices des bourses de Shanghai et de Shenzhen, au cas où vous souhaiteriez rechercher des ETF les répliquant. Le Lixor CSI 300 HR UCIT ETF et le Xtracker Harvest CSI 300 China HR ETF, symbole ASHR, sont deux ETF répliquant l'indice CSI 300 des 300 plus grandes capitalisations des bourses de Shanghai et de Shenzhen. Les particuliers chinois dominent le marché des actions A. Ils représentent plus de 80% du volume de transactions quotidien. Les actions A sont une catégorie d'actions cotées en Chine continentale. Rappelons que sur les marchés financiers matures, ce sont les investisseurs institutionnels qui s'octroient la part du lion
dans le volume de transactions journalier. Culturellement, les intervenants particuliers chinois ont tendance à privilégier les opérations à court terme, ce qui apporte une grande liquidité aux bourses de Chine continentale. On peut ainsi entrer ou sortir du marché facilement. Pour cette même raison, les marchés financiers de Chine continentale peuvent être très volatiles, mais pas plus que les marchés américains sur une longue période. La volatilité est l'amie de l'investisseur. Elle lui offre de bons points d'entrée. À noter que la bourse de Shanghai est la plus volatile de toutes les bourses chinoises. D'une manière générale, les actions chinoises n'évoluent pas de concert avec les autres marchés d'actions. Le tableau à l'écran montre qu'au cours des 10 dernières années, les actions A chinoises ont affiché une corrélation de 0,21 avec les actions internationales. Cette corrélation est de 0,38 pour les actions de sociétés chinoises cotées à Hong Kong. En d'autres termes, les actions A chinoises évoluent dans la même direction que les actions internationales, seulement 21% du temps, ou inversement, on pourrait dire qu'elles évoluent dans la direction opposée, près de 80% du temps. La détention d'actions chinoises au sein d'un portefeuille international, en diminuant la volatilité, pourrait améliorer son couple rendement-risque. Voyons à présent un détail capital concernant la structuration de certaines entreprises chinoises cotant sur les marchés financiers occidentaux. Pour les entreprises opérant en Chine continentale, il existe 2 voies pour lever des capitaux via l'introduction en bourse, la cotation sous la forme d'actions A à Shanghai ou à Shenzhen, et la cotation offshore. La cotation offshore, c'est-à-dire hors de Chine continentale, à Hong Kong ou sur un marché étranger. Les conditions pour qu'une société chinoise puisse s'introduire sur une des places financières de Chine continentale sont généralement plus drastiques que pour une cotation offshore. La procédure est aussi plus longue. Ces contraintes incitent des entreprises chinoises ne pouvant pas satisfaire tous les critères de la cotation sous la forme d'action A ou pressées de lever des capitaux frais, à s'introduire en bourse à l'étranger. Conscient que la cotation d'une entreprise chinoise sur une bourse étrangère la place de facto sous la juridiction du pays concerné, ce qui constitue une menace potentielle pour la sécurité nationale chinoise en raison des données que ces entreprises stockent, Pékin encourage plutôt la cotation sur le marché domestique. Autre détail important, la Chine contrôle fortement les investissements étrangers dans ces entreprises. Selon le secteur d'activité, ils sont autorisés, limités ou interdits. Une société D, confrontée à des restrictions vis-à-vis des investissements étrangers, peut contourner la loi et lever des capitaux à l'étranger via une introduction en bourse en mettant en place une structure VIE pour Variable Interest Entity. C'est par ce biais qu'en leur temps, des sociétés chinoises comme Alibaba, Tencent, Baidu ont opéré leur introduction à Wall Street et récolté des milliards de dollars pour se développer. Pour mettre en place une structure VIE, la première étape est la création d'une WFOE, une entreprise chinoise à responsabilité limitée dont tout le capital peut être détenu par des étrangers. D'ailleurs, WFOE veut dire Wholly Foreign Owned Enterprise. Les WFOE sont très encadrées par les autorités chinoises. Elles doivent conduire leur activité dans le respect des autorisations obtenues. Souvent, la WFOE obtient une licence commerciale qui lui permet d'exercer une activité de conseil, de fournir des services techniques, etc. Et son seul client est la société chinoise D. Pour envisager de se faire coter à l'étranger, il reste à enregistrer une entreprise hors de Chine, souvent aux îles Caïmans, et à établir des ponts avec la WFOE et la société chinoise D.
Dans ce contexte, la société chinoise D est appelée la VIE. Le lien avec la WFOE se fait naturellement. L'entreprise cotée hors de Chine la détient à 100%, souvent par le biais d'une entreprise domiciliée à Hong Kong pour minimiser les impôts sur les dividendes. Il ne reste plus qu'à relier la VIE et les actionnaires chinois de la VIE à la WFOE par le biais de contrats qui, pris tous ensemble, donnent le contrôle de la VIE à la WFOE sans passer par le moyen classique d'une participation majoritaire au capital. Ces contrats miment suffisamment la propriété de la VIE par la WFOE pour permettre la consolidation de la VIE dans les états financiers de l'entreprise située hors de Chine. La VIE est vue comme une filiale, c'est la condition nécessaire pour envisager sa cotation. L'ensemble des contrats passés entre la VIE et la WFOE sont destinés à procurer la quasi-totalité des avantages économiques de la VIE à la WFOE, ainsi que l'obligation d'absorber l'entièreté de ses pertes. D'une manière standard, on parvient à ce résultat avec un minimum de 5 contrats. Un contrat de prêt libellé en renminbi et sans intérêt, mis en place entre la WFOE et les actionnaires de la VIE pour apporter des fonds à la VIE. Les fonds propres de la VIE servant de garantie en cas de non-respect du contrat. L'accord de prêt transfère généralement la plupart des droits des actionnaires chinois de la VIE à la WFOE, donnant à la WFOE le pouvoir de voter à leur place, de percevoir des dividendes et de prendre d'autres décisions importantes pour l'entreprise. Un contrat prévoyant la mise en garantie des actions des propriétaires chinois de la VIE pour le prêt octroyé par la WFOE. Pour être applicable, ce contrat doit être enregistré correctement auprès des autorités chinoises compétentes. Un contrat d'option d'achat qui donne légalement le droit à la WFOE d'acheter la VIE à un prix convenu d'avance, généralement le montant du prêt accordé par la WFOE. Ce contrat est un peu caduc d'emblée, du fait que le contrôle capitalistique total de la VIE n'est pas possible pour des investisseurs étrangers. La seule solution serait alors de céder l'option d'achat à un Chinois de confiance pour pouvoir la mettre en œuvre. Un contrat de prestataire de services exclusif auprès de la VIE qui permet à la WFOE d'extraire la totalité des bénéfices de la VIE en fixant librement le prix de ses services. Les actionnaires de la VIE donnent généralement une procuration à la WFOE qui lui attribue tous les droits normaux d'actionnaire et lui permet d'effectuer tous les actes nécessaires à l'exercice de l'option d'achat de la VIE. Notons que la structure VIE n'est pas utilisée par les entreprises d'État chinoises, même lorsqu'elles sont cotées à l'étranger. Elle n'est pas non plus utilisée par les entreprises privées chinoises cotées sur les bourses de Chine continentale. Mais elle peut être rencontrée sur la bourse de Hong Kong. La structure VIE est répandue en Chine. Comme nous l'avons vu, elle permet à une entreprise chinoise de s'introduire en bourse à l'étranger, mais aussi aux multinationales de détenir tout ou partie de leur unité opérationnelle en Chine, si elles officient dans un secteur où l'investissement étranger est limité ou interdit. En décembre 2021, il a été décidé que la cotation directe ou indirecte d'une entreprise chinoise à l'étranger ne pourrait plus avoir lieu sans l'aval des autorités, c'est-à-dire sans l'accord de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la CSRC. La cotation indirecte d'entreprises chinoises inclut celle des entreprises structurées en VIE. Cela met probablement fin à une faille juridique par laquelle des géants de la technologie chinois ont pu lever des milliards de dollars
alors qu'ils appartenaient à des secteurs où l'investissement étranger était interdit. Une telle autorisation est aussi nécessaire pour la cotation à Hong Kong. Cette nouvelle règle n'est pas rétroactive, elle ne concerne pas les entreprises déjà cotées à l'étranger, mais elle rend bien moins intéressantes les VIE, que ce soit pour les investisseurs étrangers ou pour les entrepreneurs chinois. La Chine limite fortement ou interdit l'investissement étranger dans 31 secteurs. Ils sont répertoriés dans la liste négative, encore appelée liste négative sur investissement étranger. Elle comprend notamment les utilities, les logiciels, les technologies de l'information, les télécommunications, les médias, l'éducation, l'exploitation minière, etc. La nouvelle réglementation plafonne à 30% la part que des investisseurs étrangers peuvent posséder dans le capital d'une entreprise chinoise cotée sur une place financière étrangère. Et un investisseur ne pourra pas détenir à lui seul plus de 10% du capital. Par ailleurs, les autorités chinoises encouragent fortement leurs entreprises à lever des capitaux sur le marché domestique, plutôt que de s'introduire en bourse à l'étranger. Il est important que les actionnaires d'une société étrangère exploitant une société chinoise par le biais d'une structure VIE soient conscients des risques encourus. Quels sont ces risques? Par nature, une structure VIE est dans une zone grise du droit, puisque sa fonction est de contourner les restrictions chinoises sur les investissements étrangers. Et les régulateurs n'ont jamais abordé officiellement la légitimité des structures VIE. Les contrats entre la WFOE et la VIE peuvent être sérieusement affectés par l'évolution du cadre législatif chinois. Les autorités chinoises pourraient décréter que les contrats permettant le contrôle de la VIE violent la loi chinoise. Par exemple, l'octroi de prêts à des particuliers chinois ne fait pas partie des activités permises à une WFOE. Un conflit d'intérêts entre les actionnaires chinois de la VIE et les investisseurs de la société cotée à l'étranger pourrait aboutir à une dénonciation des contrats permettant le contrôle de la VIE par la WFOE. Le litige serait alors soumis à la justice chinoise, avec le risque que le jugement prononcé n'aille pas dans le sens des étrangers et qu'ils perdent le contrôle de la VIE au profit de ces actionnaires chinois se retrouvant propriétaires d'une coquille vide. Le contrat de prestation de services entre la WFOE et la VIE peut entraîner des problèmes fiscaux potentiels. Dans la pratique, on observe peu de remontées d'argent de la VIE vers la WFOE via les contrats de services, du fait que la VIE a généralement besoin d'argent, et d'un risque fiscal important du fait d'un décalage entre la valeur réelle des services rendus à la VIE et le prix payé par cette dernière. Le fisc chinois pourrait aussi se demander pourquoi une entreprise dépense 100% des bénéfices de l'année N pour acheter des services l'année N+1. Cette notion de VIE va éclairer d'un jour nouveau le débat entre détention d'un ADR d'une société chinoise ou détention d'actions chinoises d'une société chinoise. De nombreuses entreprises chinoises sont également cotées sur les bourses américaines via des ADR pour American Depositary Receipt. Un ADR est essentiellement un certificat d'une banque dépositaire américaine représentant un certain nombre d'actions d'une société étrangère. Par exemple, l'ADR Petrobras qui est coté à New York, eh bien lui, il représente 2 actions Petrobras. Mais lorsqu'il s'agit de l'ADR d'une action chinoise, les actions sous-jacentes peuvent représenter des parts du capital d'une société chinoise, mais plus souvent des parts du capital d'une entreprise exploitant une société chinoise
par le biais d'une structure VIE. Et cela change beaucoup de choses. Dans le second cas, aux yeux du droit chinois, la société cotée sous la forme d'un ADR n'est pas la propriétaire de l'entreprise chinoise qu'elle est censée représenter. Elle ne possède aucune part de son capital. De plus, dans un contexte de guerre commerciale et de tensions géopolitiques croissantes entre Pékin et Washington au sujet de Taïwan, une loi votée en 2020 au Congrès oblige toute société cotée aux États-Unis à faire certifier ses comptes par un cabinet d'experts comptables agréé. En cas de non-respect, les entreprises en infraction risquent à partir de 2024 une radiation de la bourse américaine. Or, les cabinets d'experts comptables chinois ne sont pas agréés. Pour vérifier le travail des commissaires aux comptes des entreprises chinoises cotées aux États-Unis, les régulateurs américains ont exigé un accès complet aux documents de travail utilisés pour l'audit. Et ces documents sont stockés en Chine. Mais la Chine et Hong Kong s'y refusaient pour des raisons de sécurité nationale. En septembre 2022, une avancée inattendue est intervenue. Les autorités chinoises ont accepté que les commissaires aux comptes états-uniens mènent un audit test sur une entreprise chinoise, ce qui leur permettra de voir s'ils peuvent véritablement réaliser leur travail de vérification. Quelques jours auparavant, des sociétés chinoises comme Sinopec, PetroChina, China Life, Chalco ont annoncé leur retrait volontaire de la bourse de New York. Il semble que Pékin ait voulu soustraire ces entreprises stratégiques à un éventuel futur audit, ce qui est un argument en faveur d'un accord prochain. Mais à ce stade, il vaut mieux ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut quand même garder à l'esprit qu'au moment où je vous parle, plus de 270 sociétés chinoises cotées à New York, dont Alibaba, sont exposées à une radiation de Wall Street en 2024, ce qui représente plusieurs centaines de milliards de dollars de capitalisation cumulée. Conclusion. Évitez d'acheter des ADR soi-disant de sociétés chinoises. Croyant acheter une part du capital d'une entreprise chinoise, vous risquez surtout de devenir actionnaire d'une entreprise contrôlant une société chinoise par le biais de contrats et non capitalistiquement. En effet, il n'est pas toujours évident de savoir si nous sommes en présence d'une structure VIE. Si vous le faites, vous devrez assumer des risques réglementaires du côté américain et du côté chinois. Vous pouvez être sûr que le jour où les Chinois envahiront Taïwan, les États-Uniens suspendront la cotation des ADR chinois et ce sera une grossière erreur. Les Chinois en profiteront pour rendre illégales les structures VIE sous-jacentes et ainsi spolier les investisseurs occidentaux. La détention d'actions chinoises en direct est préférable à l'achat d'ADR. Il ne reste plus alors que le risque d'une évolution défavorable de la réglementation chinoise. Shanghai, Shenzhen et Hong Kong sont les principales places financières chinoises. Les bourses de Chine continentale, Shanghai et Shenzhen, sont des institutions à but non lucratif gérées et administrées par la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine ou CSRC pour China Security Regulatory Commission. C'est l'analogue de l'AMF en France. Un peu d'histoire. La bourse de Shanghai a vu le jour en 1891 avant d'être fermée en 1949, au moment de l'instauration de la République populaire de Chine. Il faudra attendre 1990 pour qu'elle rouvre. À Shanghai, la plus grande part de la capitalisation boursière
est composée de sociétés qui étaient autrefois sous le contrôle de l'État, comme les banques commerciales les plus importantes du pays, ou encore les grandes compagnies d'assurance, Ping An, China Life, mais aussi des pétrolières, Sinopec et PetroChina. Elle comporte aussi des acteurs de la nouvelle économie, Alibaba, JD.com, NIO, BID Company, Bilibili ou encore Baidu. C'est vers 2001 que la plupart de ces titres ont commencé à être cotés. Au fil du temps, la bourse de Shanghai s'est fortement développée jusqu'à occuper le 4e rang mondial par la capitalisation juste devant Hong Kong. La bourse de Shenzhen est plus petite, elle se classe au 8e rang mondial. Pour pouvoir être admises sur la bourse de Shanghai, les sociétés doivent remplir un certain nombre de conditions. La société doit être approuvée par la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières, la CSRC, et c'est la CSRC qui décide du prix de l'IPO, qui d'ailleurs est plafonné à 23 fois les bénéfices par action. Elle doit avoir un capital social total d'au moins 30 millions de renminbi. Et la société doit offrir publiquement au moins 25% du total des actions émises. Si le capital social total de la société est supérieur à 400 millions de renminbi, ce pourcentage est réduit à 15% du total des actions. L'entreprise doit aussi avoir un historique sans tache. Elle doit aussi n'avoir commis aucun acte illégal majeur ou fraude financière au cours des 3 dernières années. La société doit être en activité depuis plus de 3 ans et doit avoir réalisé des bénéfices pendant 3 années consécutives. Rappelons la différence entre les actions ordinaires et les actions de préférence, encore appelées actions privilégiées. Les détenteurs d'actions privilégiées n'ont pas de droit de vote et reçoivent un dividende fixé d'avance au moment de l'émission de ces actions. Ce dividende est souvent cumulatif en cas de non-versement, c'est-à-dire que ce dividende reste dû. Dans tous les cas, les détenteurs d'actions privilégiées sont prioritaires pour le versement du dividende devant les actionnaires ordinaires. En cas de liquidation, les détenteurs d'actions privilégiées disposent d'un droit sur l'actif social de l'entreprise supérieur à celui des actionnaires ordinaires, mais inférieur à celui des créanciers. Les actions d'entreprises cotées à Shanghai se classent en 2 catégories. Les actions ordinaires, dites actions de catégorie A, sont libellées en yuan. Avant le lancement du programme QF2I en novembre 2002, l'acronyme QF2I signifiant Qualified Foreign Institutional Investor, seuls les Chinois pouvaient acheter ou vendre des actions A de sociétés chinoises. Le QF2I et son petit frère, le RQF2I, pour renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, instauré en décembre 2011, ont permis à des investisseurs institutionnels étrangers agréés d'investir dans des actions et des obligations onshore, une enveloppe globale étant cependant définie pour chaque dispositif. En décembre 2019, SAFE, pour State Administration of Foreign Exchange, l'autorité du marché d'échange chinois, a annoncé la fin des quotas. En novembre 2020, les programmes RQF2I et QF2I ont été fusionnés en un seul régime, le QFI, avec des critères de qualification plus souples, un univers d'investissement considérablement étendu et un processus de rapatriement des espèces simplifié. Les actions préférentielles ou actions B sont libellées en devises étrangères, le plus souvent en dollars américains. Elles sont spécifiquement destinées aux investisseurs étrangers. Les actions du compartiment A, qui étaient autrefois réservées aux seuls Chinois, et les actions du compartiment B, qui sont délaissées actuellement par les investisseurs, sont encore très contrôlées par l'État. La bourse de Shenzhen cote également des actions A et des actions B de sociétés chinoises. Les critères de la CSCR
pour l'admission d'une société chinoise à la bourse de Shanghai ou de Shenzhen sont assez drastiques comme nous l'avons vu, au point que moins de 60 entreprises sur 3500 ont été radiées de la cote depuis 2007. Rappelons que pour que la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine autorise une société à faire coter ses actions en Chine continentale, il faut qu'elle ait réalisé des bénéfices pendant au moins 3 années consécutives. Voyons à présent la place de Hong Kong. La place de Hong Kong se classe au 5e rang mondial. Elle est donc d'une grande importance stratégique pour le gouvernement chinois. Elle possède des critères spécifiques. Détenir plus de 5% de la bourse de Hong Kong nécessite une autorisation préalable du gouvernement chinois. Et un investisseur chinois souhaitant y investir doit disposer d'un portefeuille de plus de 500 000 yuan, autant dire que la spéculation se fait surtout à Shanghai et à Shenzhen. La bourse de Hong Kong est bien moins volatile que ses consoeurs de Chine continentale, essentiellement parce que les investisseurs institutionnels étrangers y sont plus nombreux. Sur la bourse de Hong Kong sont cotées les actions H, actions émises par des sociétés chinoises s'y étant introduites directement et dont le prix est libellé en dollars hongkongais, HKD. La majorité des sociétés cotées à Hong Kong y sont effectivement basées. Parmi les actions disponibles sur la bourse de Hong Kong, on trouve aussi une grande partie des actions B émises par les leaders de chaque secteur d'activité. Autrefois, ces actions H étaient réservées aux seuls investisseurs étrangers. Maintenant, elles sont aussi accessibles aux Chinois depuis l'interconnexion avec Shanghai et Shenzhen. Quand une société chinoise cote à la fois en Chine continentale et à Hong Kong, les actions A se négocient généralement avec une prime par rapport aux actions H. L'indice principal de la bourse de Hong Kong est le Hang Seng China Enterprises Index, et comme les investisseurs institutionnels étrangers privilégient Hong Kong aux autres bourses chinoises, cet indice est de ce fait le moins volatile des indices chinois. Depuis fin 2014, les bourses de Hong Kong et de Shanghai sont interconnectées par une infrastructure informatique appelée Shanghai Hong Kong Stock Connect. En 2016, ce fut le tour de Shenzhen et de Hong Kong par la création du Shenzhen Hong Kong Stock Connect. De nos jours, l'ensemble formé par ces deux interconnexions est appelé China Stock Connect. Le but de cette entité est de former un marché boursier chinois unifié, l'un des plus importants au monde en matière de capitalisation boursière cumulée et de chiffre d'affaires quotidien. Via Shenzhen Hong Kong Stock Connect, les investisseurs hongkongais, les investisseurs individuels ou institutionnels étrangers sont autorisés à négocier toutes les actions A cotées sur l'indice Shenzhen Stock Exchange Component Index, les actions A de l'indice Shenzhen Stock Exchange Small Mid Cap Innovation Index, à condition qu'elles aient une capitalisation boursière de moins 6 milliards de yuan, soit 830 millions de dollars environ, et les actions A de sociétés cotées à la fois à Shenzhen et à Hong Kong. Les autorités chinoises imposent que pour qu'une entreprise chinoise puisse ouvrir son capital à des investisseurs étrangers, il est nécessaire que sa capitalisation boursière dépasse 6 milliards de yuan. De la même manière, par l'intermédiaire de l'infrastructure Shanghai Hong Kong Stock Connect, les investisseurs hongkongais, les investisseurs individuels ou institutionnels étrangers peuvent acheter ou vendre les actions A faisant partie des indices Shanghai Stock Exchange 380, de l'indice Shanghai Stock Exchange 180, ainsi que toutes les actions A des sociétés cotées à la fois à Shanghai et à Hong Kong. L'indice Shanghai Stock Exchange 180 rassemble les 180 premières sociétés du SSE Composite classées selon la part flottante de leur capitalisation boursière.
China Stock Connect donne au total accès à plus de 1400 entreprises chinoises cotées en Chine continentale, avec une contrainte que les achats doivent se faire par lot de 100 actions. Pour les investisseurs individuels étrangers, China Stock Connect a véritablement révolutionné l'accès au marché des actions chinoises. Auparavant, ils devaient se contenter d'acheter les produits de bourse commercialisés par les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés par les autorités chinoises. Maintenant, ils peuvent négocier eux-mêmes des actions A en passant par Hong Kong. China Stock Connect impose un plafond journalier de flux à la hauteur de 13 milliards de yuan offshore de Hong Kong vers la Chine continentale pour chacune des deux voies possibles, à savoir Shanghai Hong Kong Stock Connect et Shenzhen Hong Kong Stock Connect. 13 milliards de yuan offshore équivaut à peu près à 1,8 milliard de dollars. Pour les particuliers chinois, dans l'autre sens, le plafond est fixé plus bas, à 10,5 milliards de yuan onshore. Cette limitation dans le montant cumulé des transactions quotidiennes dans chacune des branches de China Stock Connect constitue un goulot d'étranglement qui pourrait devenir un véritable piège pour les investisseurs particuliers en cas de sauve-qui-peut généralisé. Les investisseurs institutionnels, eux, disposent de portes de sortie supplémentaires, comme le programme QFI par exemple. Interactive Broker, en tant que membre de la bourse de Hong Kong, est l'une des rares sociétés de courtage américaines à permettre aux investisseurs américains d'acheter des actions chinoises de classe A. Si vous voulez que je vous recommande auprès d'Interactive Broker, vous trouverez un lien en description de la capsule. Il semble que vous puissiez avoir jusqu'à 1000 $ d'actions Interactive Broker. Voyons à présent les horaires d'ouverture des bourses chinoises, heure de Paris. Les bourses de Shanghai, Shenzhen et Hong Kong sont ouvertes du lundi au vendredi et elles ferment pour le déjeuner. Compte tenu du plafond journalier de flux sur chacune des branches de China Stock Connect, il est conseillé d'effectuer ses achats d'actions A à Shanghai ou à Shenzhen dans les premières heures de négociation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mettez des likes, abonnez-vous. Merci.